cet après-midi, là, au cours de cette présentation, de traiter donc la question des obstacles à l'apprentissage, donc par l'étude des épistémologies pratiques du professeur et des élèves, ce qui me permet d'adresser un petit peu un clin d'œil à Benoît, parce que en fait, on est en train d'explorer à peu près les mêmes chemins. Voilà. Donc moi, mes recherches m'ont conduit à étudier donc les contraintes qui pèsent sur les contenus enseignés et appris, et je l'aborde donc dans une perspective didactique et plus spécifiquement en prolongeant les travaux initiés sur le fonctionnement du contrat didactique. Et donc ici, Brousseau, en 86, a été assez rapidement amené à proposer un détour par l'épistémologie du professeur pour comprendre les difficultés d'apprentissage ou les échecs des élèves. Et donc, depuis ces travaux fondateurs dans la théorie des situations didactiques, les analyses ont été poursuivies et développées dans le cadre donc, de la théorie de l'action conjointe en didactique. Je renvoie ici aux travaux donc, de Sansevie et Mercier. Peut-être que si j'arrive à passer... Voilà. Donc, dans la théorie de l'action conjointe en didactique, en modélisant l'enseignement-apprentissage comme une action conjointe du professeur et des élèves, l'épistémologie du professeur ne saurait être envisagée même indépendamment de celle des élèves. De même que dans l'action d'enseignement-apprentissage se construisent conjointement les épistémologies du professeur et des élèves, et elles se construisent dans l'action en cours, dans le décours de l'action. Et donc, du coup, à la suite donc, des travaux de Schulman, qui considèrent que les enseignants développent une épistémologie pratique de l'enseignement de leur discipline, Amadesco donc, développe l'idée d'un approfondissement de l'étude du fonctionnement du contrat didactique par l'analyse des épistémologies pratiques du professeur et des élèves, et qu'elle définit de la façon suivante, je précise rapidement, donc les épistémologies pratiques en tant qu'actualisation du sens pratique qui opère dans le feu de l'action, c'est-à-dire dans des conditions qui excluent la distance, le recul, le survol, le délai, le détachement, et façonnent la manière dont chacun définit la situation. Et donc, moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure la prise en compte de cette double dimension de l'épistémologie est susceptible d'apporter un éclairage nouveau sur l'analyse des obstacles à l'apprentissage. Donc, c'est ce que je me propose de faire au cours de cette étude, en l'abordant à travers l'étude d'un cas particulier, l'enseignement des jeux sportifs collectifs. Et donc, ici, je vais passer sur la question de l'étude théorique, je vais passer assez vite sur les questions d'ordre didactique, enfin, le cadrage théorique en didactique, puisque je l'ai précisé ici précédemment. Par contre, je vais revenir un petit peu plus précisément sur la question donc, de l'épistémologie des jeux sportifs collectifs à l'école élémentaire, parce qu'à un moment donné, Brousseau, il renvoie bien à une théorie implicite pour résoudre les conflits du contrat didactique. Alors, donc, en ce qui concerne donc, la catégorie des jeux sportifs collectifs, ça comporte un grand nombre de jeux, ce qui soulève automatiquement la question du choix des jeux dans la perspective d'enseignement. Et en France, au moins, il y a toujours, à l'école élémentaire, il y a toujours une tension entre choisir des jeux traditionnels ou choisir des sports collectifs. Et les textes et programmes définis par le ministère optent toujours pour une attitude prudente, en laissant bien souvent aux enseignants le choix de ces jeux ou de ces sports, compte tenu des contextes locaux, de leur culture personnelle, etc., mais qui reposent cependant sur une filiation implicite qui va des jeux dits traditionnels ou des jeux présportifs qu'on enseigne au cycle 2, aux sports collectifs qui sont enseignés, eux, au cycle 3. Mais donc, passer d'un jeu d'échange de la balle qu'on retrouve souvent dans les jeux traditionnels, type la passe à 10, la balle au prisonnier, ballon au château, etc., à un sport collectif, dont le but consiste à aller placer la balle dans la cible adverse afin de s'affirmer meilleur que l'autre équipe, je reprends une définition de Bernard Jeu, ça entraîne une bascule fondamentale au sens de rupture épistémologique ou de changement de paradigme. En effet, donc, introduire un jeu dans un espace orienté nécessite de passer d'un jeu de passe où l'échange de la balle est en soi la finalité du jeu à une progression de la balle vers la cible adverse, et la passe n'est alors plus qu'un moyen pour faire progresser la balle et donc un choix dans l'alternative avancer, dribbler, passer. Et quand on met donc les enfants, les élèves à jouer à ces jeux
de progression de la balle vers la cible adverse, il y a une stratégie qui apparaît assez rapidement, spontanément chez les joueurs débutants, quel que soit d'ailleurs le sport collectif pratiqué, que ce soit en basket, en hand ou en foot, c'est ce qu'on appelle donc la stratégie de l'avant-piquet. Alors, très rapidement, la stratégie de l'avant-piquet, c'est une stratégie qui est apparue très vite dans l'histoire du basket, qui consistait donc à aller placer un grand joueur loin devant, près du panier. Il suffisait de lui lancer la balle, et puis lui, il n'avait plus qu'à lancer la balle dans le panier, etc., ce qui assurait beaucoup de réussite. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, dans l'étude historique de tous les sports collectifs majeurs, on retrouve un petit peu cette stratégie qui va donc orienter, par exemple, soit vers le football, soit vers le rugby, par exemple, hein, quand on était sur un jeu type la soule. Ben là, c'est pareil, ils avaient pris l'habitude de lancer très vite la balle à un joueur devant. Donc, les règles qui ont été choisies, c'est soit on interdit de mettre un joueur entre le dernier défenseur et la cible adverse, on est sur l'hors-jeu en football, soit on interdit la passe en avant et on s'est retrouvé vers un jeu type rugby, etc. Mais donc, du coup, ce qui me semble intéressant sur la question de l'épistémologie, c'est bien cette question de la stratégie de l'avant-piquet, qui représente donc une étape clé dans les sports collectifs. Alors donc, on peut penser que dès que les joueurs adoptent cette stratégie de façon délibérée, ça va ouvrir le champ vers l'élaboration de nouvelles règles du jeu qui vont permettre de mettre en défaut cette stratégie. Bon, mais seulement les observations montrent qu'à l'école élémentaire, on n'en est pas encore là. Il faut déjà permettre aux élèves de faire émerger cette stratégie et qu'ils soient en mesure de l'appliquer avec un taux de réussite assez significatif. Et donc, cette stratégie va supposer une organisation collective sur la base de relations entre partenaires porteurs de balles et non porteurs de balles, compte tenu de la position des défenseurs. Et donc, chaque lancer de balle provoque une nouvelle configuration qui pose un vrai problème aux joueurs. Voilà, parce que c'est un problème, et c'est vraiment un problème de type obstacle à franchir. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment les élèves construisent-ils leurs connaissances dans le feu de l'action et avec l'aide de l'enseignant. Donc, la problématique que je vais adopter pour cette communication, c'est que mettre en place des situations qui favorisent l'émergence et la stabilisation de la stratégie de l'avant-piquet confronte, selon nous, les élèves à des difficultés d'apprentissage qui relèvent bien d'un obstacle à franchir. Celle-ci relève d'une problématique de type épistémologique, car relevant de l'élaboration de connaissances mises en jeu et mises en commun pour jouer collectivement au sein de l'équipe. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je formule l'hypothèse suivante, c'est que si cette situation d'apprentissage confronte les élèves à un obstacle, elle confronte également l'enseignant à un obstacle à franchir. Et donc, j'avance ici que l'épistémologie du professeur et des élèves s'exprime dans les différentes tentatives pour résoudre le problème de jeu posé, et dans les régulations au sein du système didactique. 3 questions donc orientent l'étude à suivre. C'est quelles sont les stratégies de jeu des élèves et quel rapport au savoir en jeu manifestent-elles? Deuxième question, quelles sont les procédures de régulation didactique? Permettent-elles des épisodes de co-construction des savoirs? Et troisièmement, quelles sont les stratégies ou modalités d'apprentissage? Permettent-elles une action collective? Alors, le contexte de l'étude, ici, les données recueillies pour mettre en discussion cette problématique s'appuient sur une comparaison entre 2 situations critiques didactiques survenues donc au cours de 2 cycles d'enseignement des sports collectifs assurés par un même professeur d'école. Donc, ces 2 cycles s'intègrent dans un protocole d'ingénierie didactique composé de 2 phases distinctes. Dans un premier temps, un temps d'observation de l'enseignement ordinaire de cette enseignante, et dans un deuxième temps, un temps d'ingénierie didactique fondé sur des propositions de réaménagement du milieu pour l'étude. Et voilà, donc, et l'enseignante, professeur d'école et de formation littéraire, possède une solide expérience d'enseignement, elle a 10 ans d'ancienneté, et donc 4 dans ce niveau de scolarité CM1, CM2, donc c'est-à-dire avec des élèves de 10-12 ans.
Donc, c'est sur la base des observations du premier cycle que nous avons formulé des propositions d'ingénierie didactique fondées sur l'analyse du savoir en jeu. Et en l'occurrence, l'objectif du cycle, c'est d'améliorer le jeu d'équipe dans la progression de la balle vers l'espace de marque. Et donc, ce que je vais présenter aujourd'hui repose donc sur une séance. Le cycle avait donc 11 séances. Il s'appuie donc sur une modalité particulière qui est l'enseignement par débat d'idées. La séance qui sert de support ici, donc est la 5e, a été discutée entre l'enseignante et moi-même, donc qui repose sur une succession de matchs au cours de la même séance, permettant de stabiliser le jeu d'équipe et de poser un problème soumis à l'étude. Chaque équipe rencontre 2 fois la même équipe avant de rencontrer au cours d'une 3e équipe l'équipe perdante ou gagnante. Voilà. L'organisation de cette forme de travail permet de concentrer l'attention des élèves sur le problème d'étude et de la stratégie d'équipe. Oui. Oui, vous ne devez pas passer vos dias parce qu'on est un peu, on reste sur le plan là. Oui, mais bon, en fait, j'ai fait un PowerPoint très rudimentaire. Il n'y a pas de problème, c'était pour être sûr que vous n'aviez pas oublié. Il n'y Ouais, a aucun problème, on suit bien comme ça. ouais. Et Tant donc pis. voilà, ouais, parce que bon, comme j'avais un peu, enfin, c'était un peu une première sur cette histoire d'échange par vidéo. J'ai fait très rudimentaire. Bon, enfin bref, donc j'avance parce que le temps avance. Alors très rapidement, donc les séances ont été filmées donc à l'aide de 2 caméras, l'une en plan fixe en hauteur qui permet d'avoir une vision sur l'ensemble des élèves, et l'autre caméra qui est en plan mobile au milieu des acteurs eux-mêmes. Et sur cette caméra mobile, il y avait un micro-cravate qui permettait d'enregistrer le discours de l'enseignant. Voilà. Alors, le traitement des données, donc, ça a donné lieu à une transcription du discours de l'enseignante et des élèves qui est mis en relation avec les modes de réalisation des élèves. Et les modes de réalisation des élèves, on a essayé de mesurer les stratégies, l'efficacité des stratégies de jeu développées par les élèves en s'appuyant donc sur un outil qui a été élaboré par Michael Nachon au cours d'une thèse donc soutenue en 2004. Et voilà. Alors, quels sont les résultats obtenus? Alors, je vais être obligé de condenser ces résultats parce qu'il y a énormément de choses. Alors, je vais m'appuyer sur une réduction de données en m'appuyant uniquement sur l'analyse d'une équipe. Voilà, une équipe qui est composée donc de 6 joueurs, 2 garçons et 4 filles. Alors l'équipe, elle s'organise spontanément et implicitement sur la base d'une répartition spatiale, c'est-à-dire qu'il y a un garçon, en l'occurrence Alexandre, qui à chaque remise en jeu se place en arrière de l'espace de jeu effectif et il est en retrait, il joue le rôle de récupérateur-distributeur et tout en servant de dernier défenseur pour empêcher que l'avant-piqué adverse il soit dans une situation trop aisée pour marquer. Voilà. Devant, il y a une fille qui se place en position d'avant-piquet et les 3 autres joueurs se tiennent dans des positions intermédiaires. Donc, ces observations confirment pour l'essentiel donc les descriptions qui ont été faites notamment par Jean-Francis Gruegne, Billard et Laroche. Voilà. Elles nous servent de base pour l'analyse du jeu, l'analyse des stratégies collectives. Alors, pour cette équipe, l'épistémologie des élèves. Il y a un joueur qui, en l'occurrence Jason, qui se met toujours dans une position un petit peu intermédiaire en milieu de l'espace de jeu parce que lui, il travaille, c'est sur opportunité, il va tenter de récupérer la balle et à chaque fois qu'il récupère la balle, il part tout seul en dribble. Ça, c'est donc l'épistémologie de Jason. Ensuite, pour ce qui concerne Alexandre, lui, il se retrouve souvent dans une position, comme il y a un jeu d'échange qui est très court, il se retrouve très souvent en position de remise en jeu. Et donc, dans la question de la remise en jeu, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme le porteur de balle, celui qui va faire la remise en jeu, il est en situation
hors du jeu, il est à l'extérieur pour faire la remise en jeu, et bien de fait l'équipe en attaque se trouve en infériorité numérique, et donc ce qui pose un petit peu la question, et très souvent dans le cas d'Alexandre, c'est que soit il cherche à lancer la balle en direction de l'avant-piquet, et si c'est pas possible parce que cet avant-piquet est un peu loin ou parce qu'elle est marquée, à ce moment-là, il transmet la balle il cherche à transmettre la balle à un des partenaires qui est à peu près à sa hauteur et dans une position assez favorable pour pouvoir lui lancer la balle. Bref, donc cette équipe-là essaye au cours de leur tentative de résoudre les difficultés rencontrées par une modification donc du joueur à la remise en jeu. Au cours du troisième match, ils vont pas réussir à se défaire de la pression défensive exercée par un joueur adverse qui est très vif et qui s'impose souvent sur des lancers de remise en jeu. Et donc, il y a visiblement des difficultés d'apprentissage manifestes. Ils ont perdu leurs 3 matchs et leurs 3 tentatives pour procéder différemment n'aboutissent pas. Ils sont souvent en échec sur les remises en jeu. Voilà. Alors, donc ces observations soulignent l'épistémologie pratique des élèves. Ils effectuent donc des choix de jeu et des actions développées largement sur un fond commun, un implicite. Les joueurs jouent sur la base d'informations de lecture de jeu, plus ou moins partagées, mais pour l'essentiel non formulées. Donc, elles dessinent bien des profils types relevant d'une épistémologie car engageant leur lecture du jeu, leur habileté, mais en même temps leur profil psychosocial. Parce que, par exemple, il est intéressant de noter que dans cette équipe, 9 fois sur 10, c'est toujours Alexandre qui va faire la remise en jeu, comme si le fait, et quand c'est pas Alexandre, c'est Jason, comme si le fait dans cette équipe que la remise en jeu, c'était une histoire de garçon et que ça constitue un petit peu un allant de soi. Et les filles se mettent toujours à l'extérieur pour aller essayer de récupérer la balle, etc. Voilà. Observation de l'activité enseignante, l'épistémologie du professeur. Donc, l'activité de l'enseignante fait apparaître 4 éléments structuraux. Premièrement, donc, elle enseigne. Alors, quand je dis qu'elle enseigne, c'est qu'elle définit, comment dirais-je, le jeu, elle définit la séance au préalable. Deuxième temps, elle gère le déroulement temporel du tournoi, parce que c'est quand même toute une gestion assez complexe. Ensuite, elle coach les équipes, c'est-à-dire que soit elle coach l'ensemble des équipes en donnant un certain nombre d'informations, d'indications, soit elle coach les équipes les unes après les autres. Voilà, j'essaierai de donner des indications tout à l'heure. Et enfin, elle régule l'activité en discutant les résultats chiffrés pour chacune des équipes à l'issue de chaque match. Alors, ce qui nous donne exemple ici, l'enseignante, donc je vais passer rapidement sur la question de la définition, parce que en revenant simplement sur les dernières indications qu'elle a précisées, c'est à la fin de la définition, elle met donc, alors il faut marquer le plus de points possible. On a vu que lorsqu'on a 15 possessions, on peut largement manger plus de points, donc on n'en perd pas. Qu'est-ce qu'on a dit aussi qu'on ne faisait pas, etc. Donc un élève dit on ne tirait pas de loin. Donc voilà, on ne balance pas la balle à je ne sais trop qui, etc. Donc il correspond vraiment un petit peu à un travail de coach, avant une activité de match. Voilà. Alors ensuite, par exemple, entre 2 matchs, quand je dis l'enseignant coach, elle va voir l'adversaire et elle rappelle bien, donc vous mettez d'accord sur quel vert vous marquez, il y a un bonhomme pour un bonhomme, et soyez pas 3 sur 1, etc. Donc elle renvoie bien à ce que les équipes s'organisent sur une défense individuelle sur tout le terrain. Et elle régule, et à un moment donné, je vais revenir sur la dernière régulation. À un moment donné, elle est en train de passer d'un groupe à un autre pour aller vérifier s'ils observent bien, etc. Et puis à un moment donné, elle voit Alexandre qui a la remise en jeu, et Alexandre, il ne peut pas faire la passe parce que ses partenaires sont très loin au bout du terrain, etc. Et donc elle s'arrête et puis elle dit, mais regardez, il est là tout seul, comment voulez-vous qu'il jette la balle là-bas, les jaunes réagissaient, etc. Donc voilà, elle fait un travail de coach. Donc voilà. Alors, analyse. Alors, les épistémologies. Donc, ces observations permettent de souligner l'entrelac de l'activité de l'enseignante en lien avec celle de l'élève. L'activité des élèves est orientée par la tâche définie au préalable et les points attirés à leur attention.
L'étude montre quelques composantes de l'épistémologie des élèves et l'intrication de ces différentes dimensions. Toutefois, donc, le relevé détaillé des actions des joueurs et celles des enseignants montre qu'elle ne leur permet pas de surmonter l'obstacle à franchir, celui d'être en mesure de mettre en place et de mettre en œuvre la stratégie de l'avant-piquet avec un taux de réussite significatif. Alors l'explication, elle tient pour moi à une question de ce que Sansevie appelle la réticence et le dévoilement. Quand on est en éducation physique et sportive, sur cette question donc il faut faire œuvre de réticence parce que si on donnait la résolution au problème, le problème tomberait de lui-même. En éducation physique, c'est pas tout à fait le cas parce que vous pouvez très bien donner la réponse qu'il faut adopter. En l'occurrence, il faut vous déplacer, etc. C'est pas parce qu'on leur donne la réponse qu'ils sont en mesure de la mettre en œuvre directement. Ça tient un petit peu à la nature des savoirs. Bref, je passe à la discussion. En inscrivant donc nos recherches dans le cadre de la TACD, notre préoccupation de départ nous conduit donc bien à travailler la notion d'épistémologie pratique du professeur et des élèves dans l'étude des obstacles à l'apprentissage. Et donc, je peux préciser un petit peu ici, à l'identique de l'enseignement de la natation, où un tournant majeur a été opéré dans les années 1970 en abordant l'apprentissage directement par un déplacement en grande profondeur. Nous estimons qu'en jeu sportif collectif, le passage à l'apprentissage par l'abord de la stratégie d'équipe pour faire progresser la balle vers la zone de marque et tirée représente un saut qualitatif, une rupture, un changement de paradigme, un obstacle technique. Et donc, alors qu'auparavant, donc en natation, face à la difficulté de se mouvoir en grande profondeur, la conception traditionnelle consistait à réduire la difficulté en l'abordant par le petit bassin, pensant ainsi faciliter l'apprentissage par une réduction des contraintes du milieu physique et du milieu didactique. Cette modalité d'enseignement, qui en contournant l'obstacle à franchir, produit un ensemble d'effets de contrat, donc effet Jourbin, effet Topaz, qui rendait l'enseignement-apprentissage problématique. Débuter directement par le grand bassin, c'est placer l'enseignante comme l'élève face à la grande profondeur. Et donc, moi, ici, on peut dire à l'issue de ce travail que c'est débuter l'enseignement des jeux sportifs collectifs par le jeu en équipe pour aller marquer un but, c'est placer l'enseignant face à la grande profondeur des sports collectifs. Donc, comment procède-t-il? L'étude par l'épistémologie pratique montre les adaptations de l'enseignante face aux difficultés d'apprentissage des élèves et leur connaissance initiale. Comme de lui-même, l'enseignant, dans ce cas-là, apprend autant que des élèves. Et donc, cette étude montre une enseignante qui, s'appuyant donc sur son expertise professionnelle acquise antérieurement, pour poser et conduire le milieu pour apprendre. Sur cette base, elle régule l'apprentissage des élèves, des régulations qui ne portent non plus sur l'aspect gestuel de l'habileté motrice, mais sur la capacité à lire le jeu, à agir en fonction, comme aide à la planification de l'action. Et je terminerai en disant que ces analyses nous conduisent à considérer que la forme d'épistémologie première, qui face aux difficultés prévisibles ou émergentes tente à réduire la difficulté en ses éléments les plus simples, est une modalité qui se retrouve également dans les autres disciplines scolaires. Et donc, de ce cadre-là, de ce point de vue-là, donc elle ouvre la voie à une analyse compréhensive et comparative des savoirs professionnels polyvalents des professeurs d'école. Voilà, je vous remercie de votre attention.